Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site The Dentalist. Alors à l'approche du congrès de l'ADF, nous vous proposons aujourd'hui une vidéo qui reprend la présentation d'une conférence que nous avons donnée au congrès de l'ADF 2017. Ce congrès était consacré aux fondamentaux comme source de sérénité et nous avons traité de la communication comme une priorité pour un exercice serein. Alors, pourquoi une bonne communication avec nos patients est si importante? Tout simplement parce que nous devons considérer que les patients vont nous juger à la manière dont nous interagissons avec eux. Et grâce à une bonne communication, vous obtiendrez automatiquement trois choses. D'abord, une augmentation de la satisfaction des patients, qui en retour le feront savoir autour d'eux. Deuxièmement, une diminution très nette des plaintes et des doléances. Et enfin, une meilleure efficacité et une meilleure productivité pour votre cabinet dentaire. On peut effectivement parler de sérénité lorsqu'on dispose de ces trois ingrédients. Le problème est que la communication ne fait pas partie des enseignements de base dans toutes les facultés de chirurgie dentaire. L'enseignement se concentre généralement sur l'acquisition de compétences diagnostiques et surtout thérapeutiques. Nous n'apprenons pas à gérer la communication avec les patients. Résultat, chacun adopte son propre style au fil de son exercice professionnel. Pour nous, les chirurgiens dentistes, quand nous nous rendons à notre cabinet dentaire chaque matin, en bons chirurgiens que nous sommes, c'est pour opérer. Nous avons été formés pour cela. Mais nous nous focalisons trop sur la technique chirurgicale. Or, vous pouvez être le meilleur des techniciens, vous aurez des problèmes si vous ne maîtrisez pas les techniques de communication. Tout simplement car le patient a une vision très différente lorsqu'il vient à votre cabinet dentaire. Lui ne veut pas se faire opérer sur le champ. Il veut d'abord qu'on l'écoute. Il veut qu'on lui explique. Et après, il verra si éventuellement il accepte de se faire opérer. Mais il attend avant tout une équipe souriante, attentive à ses problèmes, rassurante, proche de lui, etc. Il faut toujours vous rappeler d'une chose, c'est qu'on ne travaille pas sur des dents, mais on travaille sur des patients. En effet, dans l'imaginaire collectif, et ce type de dessins humoristiques sont très révélateurs, c'est que la médecine reste très paternaliste, très asymétrique, avec la figure tutélaire du médecin et son sale caractère et surtout son arrogance. Car c'est le principal reproche qui est fait aux professionnels de santé lorsqu'ils sont attaqués, ou pas, c'est l'arrogance. L'arrogance, c'est ce sentiment d'être supérieur, de pouvoir se permettre des choses en raison de son statut et de ne pas montrer de respect ou de considération à son interlocuteur. Si vous oubliez cela, vous exposez automatiquement au litige et on constate d'ailleurs que les litiges et le prix des responsabilités civiles professionnelles sont en forte augmentation. Alors il ne faut pas rechercher la cause de cela chez les assureurs ou dans la mentalité des patients qui change, mais plutôt dans nos cabinets et plus précisément dans notre manière de communiquer, d'interagir avec les patients. Plusieurs études, dont celle-ci est disponible sur Internet, se sont penchées sur les raisons des litiges en faisant des enregistrements vidéo de consultations médicales. Et les conclusions sont que l'immense majorité des litiges naissent d'erreurs de communication. Les conclusions de l'article, d'ailleurs, l'expriment en disant que le risque de litige diminue quand le praticien fait un meilleur exposé de ce qu'il est possible d'attendre du traitement, lorsque le praticien a une plus forte tendance à demander l'avis du patient, lorsqu'il a une plus forte tendance à vérifier sa bonne compréhension des explications, ou sa plus grande tendance à utiliser le rire ou l'humour. Alors, le praticien idéal, il a 7 caractéristiques. D'abord, il doit inspirer confiance. Ensuite, il doit essayer de comprendre ce que ressent le patient et surtout lui montrer qu'il a bien compris. Troisièmement, le praticien doit être accessible. Il doit être gentil, compatissant, attentionné et disponible. Quatrième point, le praticien doit s'intéresser au patient. Il doit interagir avec lui et se souvenir de lui en tant qu'individu. Le praticien doit également dire la vérité de manière claire et directe.
Ça ne veut pas dire de manière froide, mais de manière vraie et intelligible. Ensuite, le praticien doit écouter sérieusement tout ce que lui dit le patient et il doit en tenir compte, quelle que soit la personnalité du patient, ses croyances ou sa manière d'exprimer les choses. Et enfin, le praticien doit être consciencieux et persévérant, surtout en cas d'échec ou de complications. Alors la communication, c'est un échange de signaux entre un émetteur et un receveur. Le problème des docteurs, c'est que par définition, ils savent beaucoup de choses et donc ils parlent trop. Ils ont tendance à trop parler d'abord et à ne pas écouter le patient. Alors qu'il faut faire exactement l'inverse. Il faut d'abord laisser le patient s'exprimer et ensuite lui répondre en fonction de ce que le patient a dit. Mais il ne faut pas oublier que la communication, ce n'est pas uniquement ce qui va sortir de la bouche des interlocuteurs. Il y a ce que l'on dit, mais il y a aussi la manière dont on le dit. Et là, le corps va dire beaucoup de choses lorsque vous parlez. La communication non verbale, c'est l'expression du visage, c'est le ton de la voix lorsque l'on parle, les mouvements du corps, la gestuelle, l'apparence, le regard, la posture, et tout cela est prédominant par rapport aux mots qui vont effectivement sortir de la bouche. De manière similaire, l'essentiel du ressenti d'un patient est émotionnel à 80%. Qu'on le veuille ou non, il faut en tenir compte. Alors, les 5 sens vont donc être sollicités lors de toutes ces interactions avec les patients. Tous les ressentis du patient au cabinet dentaire vont avoir une importance. D'abord, les odeurs. Le cabinet dentaire doit sentir bon et pas le génol. Les toilettes doivent sentir bon, elles aussi, doivent être très propres tout le temps, car il est fort probable que le patient y passe avant de rentrer dans la salle de soins et il aura là un avant-goût de vos exigences en matière d'hygiène. Le toucher a également son importance, la manière dont vous serrez la main des patients, qui doit être chaleureuse, franche, pas trop dure, pas trop molle, pas trop insistante. On peut accompagner la poignée de main d'un léger toucher de l'épaule ou de l'avant-bras pour créer de la proximité. Mais il faut aussi veiller à garder des distances interpersonnelles, surtout lorsque on va commencer à examiner le patient, et il faut faire attention à ces sensations tactiles qu'il va ressentir. Il faut rester doux, prévenant, faire attention à la manière dont on insère les instruments dans la bouche du patient et ne pas oublier que les patients, eux, sont dans un environnement très hostile lorsqu'ils viennent au cabinet dentaire. Les sons vont avoir aussi leur importance. Il faut réduire les bruits à leur minimum en proposant une musique douce et relaxante dans la salle d'attente qui va donner une impression de calme. Il faut veiller à la confidentialité, faire en sorte que les discussions que vous avez avec un patient ne soient pas entendues dans la salle d'attente ou dans la zone d'accueil. Il faut veiller à ce que les bruits de l'instrumentation comme les turbines, les aspirations, etc. soient atténués à leur maximum. Un autre aspect est l'écoute du patient. Le praticien doit apprendre à utiliser ses oreilles avant d'utiliser sa langue. Car en moyenne, lors d'une consultation médicale, le patient est interrompu après 18 secondes. Le temps passé à l'écoute est surestimé de la part des praticiens. Seulement 23% des praticiens laissent les patients s'exprimer sans les interrompre lors de l'exposé de leurs symptômes. Or, il faut écouter les patients car la plupart du temps, ils vous hurlent le diagnostic. Ne pas les écouter, c'est risquer donc de faire des erreurs de diagnostic. Lorsque l'on parle à un patient ou à un individu, il faut le regarder dans les yeux. L'intensité du regard a son importance. Il faut que le patient sente que vous l'écoutez. Il ne faut pas être distrait par son téléphone portable ou regarder ses ongles ou autre chose. C'est vraiment une marque de considération. Car le patient, lui, il va regarder son interlocuteur, mais il va aussi regarder beaucoup de choses à l'intérieur du cabinet. À quoi ressemble le cabinet, la décoration, la propreté, le rangement, l'entretien, etc. Lorsque le praticien s'exprime, il faut veiller à ce que le ton de la voix soit adapté, le débit des mots aussi. Il ne faut pas marmonner, parler de manière, il faut veiller à parler de manière claire et intelligible. Il faut aussi faire attention à la
au choix des mots que l'on va utiliser, car les mots ont une connotation. On va parler d'endormir plutôt que de parler de piqûre. On va dire qu'on va retirer une dent plutôt que de l'arracher. On va parler d'une restauration ou d'une obturation plutôt que de parler d'un plombage. Le dispositif de la consultation, lui aussi, a son importance. Il faut privilégier le bureau au fauteuil, qui lui est plus anxiogène. Ce type d'image est caricatural, mais on le rencontre dans beaucoup de cabinets où les patients reçoivent l'exposé de leur plan de traitement alors qu'ils sont allongés avec la lumière dans la figure. Le bureau me semble être un dispositif indispensable pour pouvoir établir une communication idéale avec le patient. Donc il y a des choses à faire, il y a des choses à surtout ne pas faire. Par exemple, prendre un appel lorsque le patient est en train de vous parler, commencer à parler d'argent dès les premières minutes de l'entretien, etc. Alors il existe aussi des outils de communication qui sont très importants. Alors c'est vrai que ce type de modèle de démonstration, à l'heure où des outils numériques peut paraître un petit peu vieux jeu, mais les patients sont toujours très intéressés de pouvoir manipuler, toucher les prothèses par exemple, se rendre compte de leur taille, de leur texture, etc. C'est un contact beaucoup plus réel avec les traitements dentaires qui peuvent lui être proposés. Un autre outil fondamental, c'est la photographie. On a déjà beaucoup insisté sur le blog sur l'intérêt de faire des photographies au quotidien. La photographie, c'est un outil extrêmement puissant puisque tout le monde sait qu'une image vaut 1000 mots. C'est très important de pouvoir montrer ces photos au patient pour pouvoir lui expliquer les problèmes dont il souffre, les problématiques que l'on a observées dans sa bouche et pouvoir lui expliquer les traitements. Alors aujourd'hui, on dispose là d'outils numériques pour pouvoir justement exploiter ce type de photos. Ça c'est une configuration qui permet à partir d'une tablette et des photos faites avec l'appareil photo de projeter les images, de pouvoir dessiner sur ces images, de montrer ce qui ne va pas, ce qui est envisagé comme correction et de pouvoir transmettre d'un clic par email ces images et ces dessins au patient qui pourra y réfléchir, en discuter avec son entourage, etc. Le but, c'est de faciliter la compréhension des problématiques que nous observons et des traitements que nous pouvons proposer au patient qui, lui, est un profane et qui ne connaît a priori pas grand-chose. Les radios aussi sont très intéressantes pour pouvoir expliquer les problématiques dont souffre un patient. Il ne faut pas hésiter à passer du temps à montrer, à expliquer ce que l'on voit nous professionnels sur une radio et l'exprimer dans un langage clair. Les patients sont d'ailleurs souvent très surpris et très reconnaissants que l'on prenne un petit peu de temps pour le faire et ils l'expriment en disant: docteur, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me montrer, docteur, vous expliquez très bien, c'est très agréable, etc. Tout ça pour dire que la communication, ça prend du temps, mais il est indispensable de prendre ce temps, de laisser ce temps à la communication. Alors je sais, nous courons tous après le temps, nous avons beaucoup de patients à soigner, mais prendre le temps de communiquer au départ, c'est gagner du temps par la suite. Car une bonne première consultation, c'est environ 6 à 7 minutes de plus qu'une consultation sans explication. Prendre le temps de faire des premières consultations qui sont un petit peu plus longues, ou prendre le temps en fin de vacation pour des plans de traitement complexes, de reconvoquer les patients, parfois accompagnés d'un proche, pour récapituler, réexpliquer, lever certaines réticences, clarifier certains points, ou même laisser le temps aux patients pour réfléchir. Ça, c'est très important et c'est très utile pour éviter des litiges. Puisque le consentement éclairé découle de tout ce que nous venons de dire. Alors, le consentement éclairé, ce n'est pas un simple papier qu'il faut signer, c'est un processus de communication, c'est une discussion avec le patient. Il est inutile d'éditer un document qui explique tous les risques et toutes les complications possibles et imaginables, ça ne sert même à rien. Ça n'a d'ailleurs même aucune valeur devant un juge en cas
de problème juridique. La meilleure preuve juridique que le consentement a été donné et que le patient ne se retourne à aucun moment contre le praticien, évidemment. Même si un problème est survenu parce qu'il aura confiance, la relation avec le praticien aura été basée sur une bonne communication. Donc, le consentement éclairé, c'est expliquer au patient ce dont il souffre de manière claire. Et il faut lui expliquer ce qui pourrait d'ailleurs d'abord se passer si rien n'était fait. Et ensuite, il faut lui expliquer quelles sont les options de traitement avec leurs avantages, leurs inconvénients respectifs, les alternatives et les coûts. Proposer un traitement qui vous semble être le meilleur en termes de satisfaction mutuelle. Alors au fil des années, il peut être intéressant de développer des fiches explicatives qui ne vont pas se substituer au dialogue, à la communication verbale avec le patient. On édite ces fiches parce qu'on sait qu'il y a une déperdition des messages lorsque l'on discute avec un interlocuteur. Des 100% du message que l'on souhaite communiquer, 80% va être exprimé verbalement, mais 40% vont être entendus par le patient. Et ce patient ne va en retenir que 20%. Ce qui veut dire que 80% de ce que vous dites à un patient sera oublié. Donc ces fiches et ces documents écrits vont permettre de lui rappeler les points importants que vous avez exprimés. Donc il faut un petit peu de texte, quelques images qui ne soient pas effrayantes, et pour chaque patient, pour chaque traitement, on récapitule ce que c'est, en quels matériaux, comment c'est fabriqué, quels sont les avantages, quels sont les risques et quelles sont les alternatives. La communication a aussi un rôle important dans la prescription, puisqu'on sait que la sérénité du traitement passe par une bonne coopération du patient à son traitement. C'est valable pour l'hygiène bucco-dentaire, mais c'est aussi valable pour s'assurer que le patient respecte bien sa prescription, expliquer pourquoi on donne ce traitement, rédiger des ordonnances claires et précises. Ce type d'ordonnance aujourd'hui est absolument inadmissible, mais il y a autre chose, il y a l'effet placebo, l'effet de l'induction thérapeutique d'une explication et d'un traitement qui ont été bien explicités au moment de la prescription. La communication aussi écrite du cabinet a son importance. Il faut que les courriers que vous envoyez à vos confrères, les lettres que vous envoyez à vos patients, les emails soient écrits sans faute, avec une syntaxe correcte, avec une mise en page qui soit agréable. C'est extrêmement percutant et extrêmement révélateur de la qualité de la communication que vous souhaitez donner. Il faut aussi former ces équipes aux techniques de communication pour éviter que vos collaborateurs ne déconstruisent ce que vous avez vous-même échafaudé. Il faut savoir aussi communiquer avec son équipe pour prévenir les conflits et créer une atmosphère de travail qui soit sereine. Il faut également avoir une communication efficace avec le laboratoire de prothèses, puisque une mauvaise communication sera une source d'erreur dans la réalisation des travaux prothétiques. Il faut veiller à cela. Alors beaucoup d'études, je vous l'ai dit, montrent que les plus grandes sources d'erreurs médicales sont des erreurs de communication. Il faut le garder à l'esprit au quotidien. Il faut oublier le ça va sans dire, car ça va toujours mieux en le disant. J'espère que vous aurez senti l'importance de la communication au sein du cabinet dentaire. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le site du dentaliste.